Bonsoir Vera Nikolski, je suis heureux de vous accueillir au Mercredi de la Nare. Vous venez de publier un ouvrage impressionnant qui s'appelle Féminicène et vous défendez une thèse peu commune selon laquelle l'émancipation des femmes, qui est un fait incontestable, ne serait pas due aux luttes des mouvements féministes. Est-ce que vous pouvez expliciter cette thèse? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. En effet, je pense que les luttes féministes, si bien sûr elles ont joué dans l'histoire de l'émancipation des femmes, n'ont pas été le facteur aussi lourd que ce qu'on a l'habitude de croire. Disons que dans mon livre, je ne cherche pas ni à nier leur existence, ces luttes ont eu lieu, ni à dévaloriser ces luttes d'une manière ou d'une autre, mais plutôt à en relativiser la portée, à en relativiser l'importance parmi les facteurs, les multiples facteurs, parce que les facteurs sont toujours multiples, qui ont déterminé le processus d'émancipation des femmes. Il me semble qu'il faut les relativiser pour plusieurs raisons. C'est effectivement le discours dominant qu'on entend le plus souvent, donc on a tendance à leur accorder une importance primordiale, on les met toujours en avant. Cependant, si on regarde l'histoire, ce qui s'est réellement passé, de quelle manière les droits ont été accordés aux femmes, en France, dans les autres pays occidentaux notamment, on se rend compte que d'une part, ces luttes ont été d'un très faible volume, d'une très petite portée, ce n'étaient pas des grandes luttes, des grandes mobilisations collectives. Elles ont utilisé très peu de moyens de pression importants, je ne sais pas, des grèves, la violence armée, un quelconque rapport de force réel. Elles n'avaient, disons, pas beaucoup de moyens d'extorsion ou de rétorsion à faire valoir face aux dominants de l'époque, donc on va dire les hommes, le pouvoir. Et puis d'autre part, quand on regarde le déroulement des événements, la chronologie, on se rend compte que beaucoup de droits ont été accordés sans avoir été précédés par des mobilisations importantes, et parfois par aucune mobilisation du tout. Et au contraire, beaucoup de mobilisations locales, petites, sont restées sans effet. Donc le récit qui tend à attribuer aux luttes la place principale parmi les facteurs de l'émancipation, personnellement, me laisse sur ma faim. Et je pense que c'est le cas de quiconque s'abstrait un tout petit peu de ce discours qui est répété si souvent qu'il devient naturel. De fait, on ne peut pas du tout parler de la question des droits des femmes sans évoquer les luttes. Alors moi, je ne cherche pas encore une fois à les nier, mais j'ai voulu aller chercher du côté des facteurs plus structurels. Pour plein de raisons. Ne serait-ce que l'idée que les femmes n'ont pas attendu l'époque moderne pour souhaiter peut-être avoir plus de latitude, plus d'autonomie. Certainement, des femmes à différentes époques ont essayé par de multiples manières de s'émanciper plus ou moins, mais ça n'a jamais marché, ça n'a jamais rien donné. Dans toutes les sociétés jusqu'à la nôtre, en gros, jusqu'à la fin du 19e siècle, entre les hommes et les femmes, il a existé un certain degré d'inégalité, qui était différent selon les époques, selon les endroits, mais il y avait toujours une inégalité. La première fois que ces luttes ont porté, ça se produit à ce moment-là, et un petit peu partout en même temps, en Occident. Donc quelque chose visiblement d'un peu plus global se passe, qui ne veut pas être réduit juste à des actions de revendication. On peut d'ailleurs déplacer la question, au lieu de se dire qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a déterminé l'émancipation des femmes, on peut se demander pourquoi les luttes des femmes, à un moment donné, commencent à porter des fruits. Voilà, et comme le discours contemporain dans ce domaine, mais en fait dans beaucoup d'autres domaines, tend à s'articuler surtout autour des idées. Les idées, c'est très important, hein. Elles ont une autonomie, elles ont une force, elles ont une portée, elles ont un effet sur le réel, mais les idées ne suffisent pas. Les idées n'existent pas dans le vide. Elles reposent aussi sur des éléments matériels qui, y compris, les rendent possibles. Donc j'ai voulu regarder du côté de ce qui est très peu abordé, qui est très peu évoqué quand on parle des droits des femmes, du féminisme aussi, du côté des facteurs matériels, en essayant de relier ce processus d'émancipation aux transformations structurelles qui ont affecté les sociétés occidentales à partir de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc cette émancipation, elle est liée en grande partie à la révolution industrielle, selon vous? Voilà. Alors le livre s'appelle Féminicène, c'est un néologisme par analogie avec l'Anthropocène essentiellement, qui lui-même est un néologisme qui a été formé sur Pléistocène, Holocène, etc., tous les âges
géologique à l'origine d'ailleurs. L'Anthropocène qui est l'époque des hommes, avec un grand H, l'époque où l'humanité a commencé à marquer son environnement avec une empreinte démultipliée d'une manière très importante. Et le moment de l'entrée dans cette nouvelle époque, dans cette nouvelle ère anthropocène, c'est maintenant un terme qui est utilisé pas seulement par les géologues, mais beaucoup par les historiens, par les anthropologues, par des tas de spécialistes d'ères très différentes. Eh bien, le moment de l'entrée, il ne fait pas consensus, il y a différentes dates qui sont proposées, mais pour les historiens, la date qui semble la plus signifiante, la plus importante, c'est certainement la révolution industrielle. Parce que c'est la révolution industrielle qui marque le moment où notre environnement matériel change, commence à changer, puis change de plus en plus vite, jusqu'à se transformer de fond en comble. C'est-à-dire que pour nous amener au monde dans lequel nous vivons, et qui littéralement, du point de vue matériel, n'a rien à voir avec le monde dans lequel vivaient les gens, toutes les générations passées, jusqu'à la révolution industrielle, dans toutes les sociétés pré-industrielles. C'est-à-dire que peu ou prou, ils avaient plus en commun entre eux qu'avec nous. Voilà, il y a une rupture, une réelle rupture du point de vue matériel, de l'environnement matériel de notre monde. Voilà, donc effectivement, je m'intéresse à ce moment-là qui a tout changé du point de vue matériel pour l'humanité. Et ces transformations ont été importantes pour tous. Elles ont joué pour les hommes, elles ont joué pour les enfants, elles ont joué pour absolument toute la population. Mais c'est vrai que pour les femmes, prises en tant que groupe, elles ont eu des implications particulièrement cruciales parce que dans les sociétés pré-industrielles, les femmes n'étaient pas... disons, les femmes étaient assujetties à une série de contraintes spécifiques dont les conséquences de la révolution industrielle les libèrent. Mais est-ce qu'il y a un lien très profond ou peu profond entre l'émancipation des femmes au moment, enfin pendant les différentes phases de la révolution industrielle et les luttes sociales, le mouvement ouvrier? On voit apparaître à ce moment-là des femmes qui prennent un rôle extrêmement important en Europe. On pense notamment à Rosa Luxembourg et à bien d'autres. Oui, bien sûr. Il y a un lien, c'est indéniable. Il y a eu des femmes qui ont pris position dans le combat ouvrier, non sans problème d'ailleurs, parce qu'elles n'étaient pas au départ les bienvenues. Il y a eu beaucoup de frictions et beaucoup de débats parmi les socialistes, parmi les autres courants, sur la place à accorder aux femmes, à la question féminine, etc. Mais effectivement, ils y ont pris place et ils y ont joué un rôle dans la Russie soviétique aussi, au moment de la Révolution. Il y a eu toute une réflexion autour de la question féminine. Et très probablement, l'ensemble des luttes sociales, politiques et aussi féministes ont fait synergie, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu très certainement elles se sont nourries les unes les autres avec la circulation d'idées, avec la propagation, avec la propagation de l'idéal général de l'égalité. C'est-à-dire que l'égalité abstraite entre les citoyens, qui au début ne concernait pas beaucoup les femmes, eh bien, peu à peu a infusé les consciences au point de se dire que les femmes aussi probablement avaient droit aux mêmes bienfaits de la civilisation que les hommes, et les prolétaires aux mêmes bienfaits que les bourgeois. Donc d'où la suppression du suffrage censitaire et d'où aussi la diffusion du droit de vote aux femmes, etc. Donc ces idées, cette synergie des luttes, certainement ont existé. Cependant, les combats des femmes dans le mouvement ouvrier, là aussi, n'ont pas été d'une ampleur extraordinaire. C'est peu spécifique. Elle participe à la lutte selon les critères généraux et les stratégies générales de cette lutte, Exactement. qui est une lutte de classe, mais on voit peu de femmes affirmer un combat qui serait féministe ou pré-féministe. Oui, avant tout parce que les femmes sont très peu nombreuses dans l'industrie. Elles sont extrêmement minoritaires, donc il est normal qu'elles soient très peu nombreuses parmi les leaders de ces mouvements, même s'il y a eu des grèves spécifiquement féminines, quelques-unes, qui ont marqué l'histoire. Mais donc tout ça, bien sûr, a participé au changement des consciences, notamment. Mais c'est vrai que moi, je ne m'intéresse pas spécialement à ça, parce que ça, ce sont des choses qui sont pas mal couvertes par les historiens. On en parle beaucoup, on met ces facteurs en avant déjà. Donc vous insistez beaucoup sur le rôle des conditions matérielles, et tout à l'heure vous parliez
des droits qui avaient été accordés ou reconnus aux femmes. Qu'est-ce que vous pouvez citer, quels droits qui ont été comme cela inscrits dans la loi sans qu'il y ait revendication féminine au départ? Par exemple, le droit à l'éducation secondaire et supérieure. Pour certaines branches, il y a eu des mobilisations, et puis pour d'autres, pas du tout ou très peu. L'entrée des femmes, par exemple, l'octroi de la possibilité pour les femmes de faire de la médecine, d'étudier la médecine, de devenir externe puis interne des hôpitaux à la fin du 19e siècle. Bon, ce ne sont pas des choses qui ont été précédées par des grandes grèves, des manifestations avec des pancartes, des grandes pétitions. Il y a eu quelques femmes qui ont plaidé leur cause, etc. Mais disons que quand on voit la difficulté pour un mouvement collectif, même très organisé, très massif, je ne sais pas, on peut prendre des exemples récents, le mouvement contre la réforme des retraites, d'obtenir gain de cause quand le pouvoir est décidé à garder une ligne, on doit au moins admettre que la résistance en face n'a pas été extrêmement vivace, puisque justement, le moment visiblement est venu. Quelques femmes, au début, ça a été dur pour elles, mais finalement, on a accordé ce droit sans qu'il y ait eu quelconque mouvement, ni à l'intérieur de la profession médicale elle-même, ni de la part des femmes impétrantes, parce qu'elles étaient très peu nombreuses. Donc, on peine à voir quel a été le rapport de force qui a motivé les pouvoirs publics, et en l'occurrence l'Assemblée nationale, à autoriser les femmes à devenir médecins. C'est un exemple. Et même le droit de vote. Alors le droit de vote, c'est typiquement le droit qu'on cite le plus généralement pour dire qu'il a été précédé de grandes luttes. Alors c'est vrai dans certaines situations. Le seul mouvement où il y a eu réellement une mobilisation un peu violente, organisée, un peu massive, avec des moyens d'action un peu musclés, c'était le mouvement des suffragettes, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Alors aux États-Unis, il y a un lien chronologique. C'est vrai que l'octroi du vote aux femmes est consécutif à la mobilisation des suffragettes. En Grande-Bretagne, c'est beaucoup moins clair. Elles se mobilisent surtout avant la Première Guerre mondiale, le droit de vote est accordé après, au milieu il y a la guerre, les mouvements s'arrêtent, les suffragettes sont très patriotes en général, elles ne protestent pas du tout. Donc il n'y a pas vraiment de lien de cause à effet immédiat en tout cas. Et puis surtout dans d'autres pays, il n'y a pas eu de mouvement comparable du tout. Dans les autres pays, ça a été des mouvements très minoritaires portés par un très faible nombre de femmes. Donc encore une fois, je ne dis pas que ces luttes n'ont pas existé, ni qu'elles n'ont pas produit d'effet, mais visiblement, quelque chose dans la société de cette époque prédisposait les pouvoirs en place à accorder ces évolutions face à des mobilisations même modestes. Quel a été le rôle des guerres, les deux guerres mondiales? On dit beaucoup, on apprend même ça dans les livres d'histoire à l'école, que la Première Guerre mondiale notamment a entraîné une ascension des femmes dans la société en raison du rôle qu'elles avaient joué pendant la guerre en prenant la place des hommes qui étaient au front. Oui, c'est indubitable. La Première Guerre, la Deuxième Guerre mondiale également, ont joué un rôle important parce que les femmes ont pu prendre, comme vous dites, la place des hommes, assurer des tas d'entrées dans des métiers où elles n'étaient pas forcément avant, et puis s'assumer, même se gérer elles-mêmes, probablement du point de vue psychologique, du point de vue de la conscience de soi, ça a joué un grand rôle également. Cependant, il y a un petit détail qu'on oublie souvent, c'est que les guerres ont toujours existé. C'est un petit peu comme, je pense, la volonté d'émancipation de la part des femmes. Il y en a toujours eu à différents moments. Les guerres, elles n'ont pas commencé au XXe siècle. Il y en a eu au XIXe siècle, au XVIIIe, au XVIIe, et aussi loin que le regard peut porter. Cependant, les guerres des siècles précédents n'ont pas eu cet effet sur la libération des femmes. Et ce qui est intéressant avec les deux guerres mondiales, c'est qu'elles aussi, ce sont des guerres d'un nouveau monde. Ce sont des guerres technologiques qui utilisent beaucoup les technologies modernes. Et ce sont des guerres qui prennent place dans une société qui est déjà transformée, où l'infrastructure matérielle et technologique est déjà très différente par rapport au siècle passé, ce qui fait que les femmes, en l'absence des hommes, peuvent prendre beaucoup de responsabilités, y compris économiques et autres. Ça facilite, disons, leur reprise de cette responsabilité. Donc oui, bien sûr, les guerres ont joué, c'est indéniable, conjoncturellement, mais à mon avis, là aussi, si elles ont produit cet effet sur la condition des femmes, c'est parce que le monde était parvenu à un stade où
cet effet était possible. Quelle est selon vous l'influence des facteurs religieux? Est-ce que l'affaiblissement de la structuration religieuse des sociétés occidentales et la fin de récente de cette structuration a pu jouer un rôle dans l'émancipation des femmes? Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Je l'aborde très rapidement dans le livre quand je parle du reste du monde. Parce que le livre est centré sur l'Occident, naturellement, parce que c'est l'endroit où naît la révolution industrielle et où ses effets sont les plus précoces et dont ils se diffusent ensuite vers le reste du monde. Alors, le fait est que, je l'ai dit au début, et c'est bien de le répéter tout le temps, parce que parfois on essaye de réduire le livre à une thèse très monocausale, qui essaie de montrer que c'est uniquement les facteurs matériels qui déterminent l'émancipation des femmes, ce qui n'est pas du tout le cas. Tout est toujours monocausal, et ce qui est intéressant en Occident, c'est que l'Occident, au moment de la révolution industrielle et après, a été placé, du point de vue de la possibilité d'émancipation, dans une configuration entre guillemets parfaite. C'est probablement pour ça qu'elle a si bien réussi et si rapidement. Parfaite entre guillemets. Alors parfaite pourquoi? Parce que c'est là que la révolution industrielle s'est produite. Pour moi c'est un facteur fondamental. On pourra revenir en détail parce que c'est probablement un peu abstrait quand je dis que la révolution industrielle a produit des effets sur la condition des femmes, mais je veux bien détailler. Donc c'est là qu'elle s'est produite et dont elle s'est diffusée ensuite au reste du monde. C'est là où elle a été endogène. C'est-à-dire qu'elle a suivi son processus interne logique jusqu'à son terme. En même temps, à la même époque historique, l'Occident est aussi l'endroit où la religion, le christianisme, a commencé à décliner. Et très probablement, alors sous l'effet de plein de facteurs là aussi, notamment le mouvement des Lumières, la diffusion des nouvelles idées, etc. Et très probablement le déclin de la religion a évidemment à mettre parmi les facteurs qui ont facilité les effets matériels, enfin, qui sont entrés là aussi en interaction et ont soutenu les effets matériels de la révolution industrielle. Parce que les religions, comme tous les systèmes idéologiques de justification, ils intégraient une part d'arguments qui expliquaient, qui justifiaient, qui rendaient normal et nécessaire l'état social du monde de l'époque, qui était marqué par cette inégalité entre les hommes et les femmes. Toutes les religions, quasiment toutes les religions, surtout les religions monothéistes, incluent une part de théorisation sur la place de la femme, sur la place de l'homme. Donc cet affaiblissement a certainement joué. Et en revanche, je pense que en fait, c'est une boucle de rétroaction. Je pense que le déclin du christianisme a joué, mais je pense que le christianisme lui-même décline aussi en partie à cause des effets matériels de la révolution industrielle. On pourra revenir sur cette question, mais je pense que ce ne sont pas des choses indépendantes. Elles sont liées, mais pas uniquement dans un sens. C'est dans des sens multiples. Puis il y a un autre facteur qui plaçait l'Occident dans une configuration parfaite, ce sont ces structures familiales, qui, là je me réfère à Emmanuel Todd, qui étaient à la base, dès l'origine, moins oppressives vis-à-vis des femmes que dans certaines autres régions du globe. Vous voulez dire que la famille nucléaire, exactement, les parents-enfants, c'est plus libérateur que la famille communautaire, où il y a beaucoup, c'est une famille nombreuse, structurée autour du père de famille. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que l'inégalité entre les hommes et les femmes est un invariant anthropologique qui caractérise toutes les sociétés jusqu'à la société post-industrielle, enfin industrielle et post-industrielle, mais elle a été d'un degré très différent selon les régions et les sociétés, et notamment les structures familiales, parmi d'autres facteurs, jouent probablement dans ce degré. Et c'est vrai qu'en Occident, avec la famille bilatérale nucléaire, eh bien, les conditions étaient bien plus favorables pour permettre le progrès consécutif à la révolution industrielle. Alors, vous venez de citer Emmanuel Todd, c'est une de vos sources de réflexion. Vous discutez avec lui tout au long de votre livre. Il y a d'autres sources. Vous citez Marx. Alors, êtes-vous marxiste? En quel sens êtes-vous marxiste? Oui, les marxistes me demandent si je suis marxiste aussi. Oui, je suis très probablement marxiste dans un sens très modeste. C'est-à-dire que je n'ai aucune prétention ni à apporter une nouvelle pierre à la théorie marxiste, ni à interpréter d'une quelconque façon novatrice l'œuvre de Marx. Je suis marxiste dans un sens très limité, très simple.
qui est celui de l'attention aux éléments matériels dans leur effet sur la sphère des idées et des représentations. Je cite dans le livre la très célèbre citation de Marx, c'est l'existence qui détermine la conscience. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas aussi simple. Parfois, la conscience peut avoir des effets sur l'existence. Mais c'est vrai que les facteurs matériels, sans ce qu'on appelle l'infrastructure, les rapports de production et les conditions technologiques qui y sont associées, sans déterminer de façon mécanique le spectre des idées ou des idéologies qui vont être en circulation, dessinent un périmètre à l'extérieur duquel on ne peut pas sortir. Chaque époque, avec son niveau de développement matériel donné, dessine les frontières de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut s'autoriser à penser, de ce qu'on ne peut pas penser, ou de façon exceptionnelle, de ce qu'on ne peut pas penser de façon dominante. Et c'est dans ce sens-là probablement que, oui, on peut dire que dans ce sens-là, je suis marxiste. Oui. Alors, justement, vous disiez que ce que vous dites est assez théorique, mais votre livre, en fait, est rempli de références à des situations très, très concrètes. En le lisant, pardonnez-moi, mais je pensais à un slogan publicitaire des années 60, « Moulinex libère la femme ». Ça faisait rire à l'époque. Mais en fait, votre livre tourne un peu autour de ça. C'est-à-dire que vous parlez beaucoup des questions de force physique, de la différence entre la force d'un homme et la force d'une femme. Vous en parlez d'ailleurs en spécialiste, puisque vous avez pratiqué les arts martiaux, je ne sais pas lequel, mais vous le direz peut-être. Et il est certain, et vous le montrez très abondamment dans votre livre, que la révolution industrielle, tous les objets, toutes les techniques dont nous disposons, permet justement à la femme de se libérer d'un certain nombre de tâches auxquelles elles étaient astreintes tout au long de leur existence, parce qu'il fallait travailler avec les hommes, faisaient les travaux de force, et que les femmes étaient bien obligées de s'occuper du reste. Voilà. Alors, bon, entre le lavoir où on passe 3 heures à battre du linge dans la rivière avec un battoir, etc., et la machine à laver, effectivement, il y a tout d'un coup un saut qui est très important et qui permet, d'après ce que vous dites, à la femme de s'émanciper véritablement de l'ensemble de ses tâches. Est-ce que j'ai bien résumé votre propos ? Oui, effectivement. Alors, juste d'abord, vous avez raison, c'est un livre qui se veut très concret. Je n'aime pas du tout les trop grandes théorisations dans ce genre de livre, et j'ai essayé de ne pas en faire. Là, c'est un peu abstrait. J'ai dit que c'est abstrait, c'est parce que c'est un peu rapide. En 2 minutes, on n'a pas le temps du tout de donner des exemples, etc. Mais effectivement, c'est un livre qui part vraiment des éléments concrets pour essayer de les relier entre eux. Vous avez parlé de la force physique. Alors oui, il se trouve que c'est un facteur important, mais il se trouve que ce n'est pas du tout le plus important, c'est peut-être le moins important, même s'il est important. Effectivement, alors ça me permet justement de développer ce que la révolution industrielle et ses conséquences changent pour les femmes. Quand on compare la situation des sociétés pré-industrielles et des sociétés post-industrielles, et ça demande juste de faire un micro-lemme, une micro-remarque préliminaire, c'est que l'humanité est une espèce sexuée, constituée de 2 sexes, les hommes et les femmes, qui sont nécessaires les deux pour la reproduction, et malheureusement ou heureusement, leurs rôles ne sont pas symétriques. Entre les hommes et les femmes, c'est la femme qui engendre dans son corps, c'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui le met au monde, c'est elle qui le nourrit, encore une fois dans des conditions où on ne dispose pas de biberon, de lait en boîte, etc. Et l'homme ne le fait pas, l'homme engendre dans le corps d'autrui, donc il n'est pas soumis aux mêmes contraintes physiques du point de vue de la perpétuation de l'espèce. Alors aujourd'hui, ce sont des choses qui nous semblent peut-être parfois secondaires, parce que les gens ont peu d'enfants. On en a 2, parfois 3 dans la vie en moyenne. Donc ce n'est pas grand-chose à l'échelle d'une vie, à l'échelle d'une biographie. Donc ces contraintes sont peu sensibles, elles sont totalement minorées par l'environnement matériel dans lequel nous vivons. Et puis elles sont davantage partagées avec les hommes, donc on les sent très peu.
Mais il faut imaginer ce que c'était dans le monde pré-industriel, où on était totalement dénué, encore une fois, j'ai commencé par là, de tout cet environnement matériel qui nous est totalement familier, au point de nous être totalement naturel. On ne le remarque même pas. Mais il faut s'imaginer des gens qui vivent dans des conditions totalement différentes. Ils ont extrêmement peu d'outils à leur disposition, la productivité du travail est très faible. Donc dans ces conditions où l'accroissement de la population est très faible, pour qu'un groupe survive, il est obligé de produire un certain nombre d'enfants. Donc les femmes en tant que groupe, pas chaque femme individuelle, mais les femmes en tant que groupe, étaient obligées de produire un certain nombre d'enfants sur le temps de leur vie féconde. Ce qui fait qu'une grande partie de leur temps était occupée à cette activité, qui est une activité prenante et surtout qui diminue leur disponibilité, leur autonomie, leur mobilité et donc leur capacité à assurer d'autres tâches. Donc il y a la force physique, mais il y a surtout la question de la disponibilité et de la mobilité qu'implique la maternité. Toutes ces choses qui s'aggravent particulièrement au moment de la révolution néolithique, au moment où l'humanité se sédentarise et où les femmes commencent à faire beaucoup plus d'enfants que dans les sociétés paléolithiques, pour plein de raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer. Ce qui fait qu'à partir de là, là où elles ont un enfant tous les 1 ou 2 ans, il faut imaginer des femmes dont le temps libre par rapport à cette tâche maternante est extrêmement réduit. Parce que ça, c'est une tâche que les humains ne savaient pas déléguer. Il était impossible de déléguer la reproduction de l'espèce, alors qui d'ailleurs avait fort à faire par ailleurs. Donc, il y a cette question-là, il y a la force physique, effectivement, dans des sociétés dénuées de machines, dénuées de toute forme d'énergie aussi démiurgique que celle auxquelles nous avons l'habitude, et dans lesquelles, oui, effectivement, l'action des femmes était bien plus limitée. Il faut penser, je ne sais pas, à l'agriculture primitive, avec le défrichement, le labour, etc. La productivité d'un homme moyen et d'une femme moyenne sont sans comparaison. Et donc, dans ces conditions, les femmes étaient arrimées à cette tâche de reproduction, les hommes étant plutôt du côté des producteurs. Ce qui change avec la révolution industrielle, c'est d'une part la dévaluation de la force physique, vous l'avez dit, grâce au recours énorme à l'énergie qui démarre à ce moment-là, l'énergie fossile, le charbon d'abord, le pétrole, puis plus tard le nucléaire. Devant les machines, la force d'un homme, c'est epsilon. Donc homme ou femme, finalement, devant les machines, nous sommes plus ou moins égaux. Donc effectivement, ça ouvre aux femmes des tas de métiers, des tas de possibilités, et surtout même sur le plan symbolique, ça dévalue complètement le prestige de la force physique, son importance. Aujourd'hui, on vit dans un environnement urbain, on n'a pas beaucoup l'occasion d'éprouver notre force. On peut très bien oublier qu'on peut penser qu'il n'y a aucune différence, il n'y a pas de problème. Dans un monde pré-industriel, on ne pouvait pas trop faire cette économie, parce qu'on y était confronté tous les jours. Et puis deuxièmement, vous l'avez dit, donc la technologisation du quotidien libère les femmes d'un grand nombre de tâches qui leur étaient dévolues. D'abord des tâches qui sont maintenant réalisées par des appareils. Vous avez évoqué Moulinex. Alors on m'a un petit peu moqué pour cette phrase, d'autant qu'elle avait été mise en exergue par un journal, ce qui a suscité beaucoup de réactions sur Internet. Oui, c'est vrai que Moulinex libère un peu la femme, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les appareils ménagers libèrent un temps considérable du travail domestique, mais il n'y a pas que les appareils ménagers. Il y a l'externalisation de toute une série de tâches qui avant étaient assurées à l'intérieur du foyer et qui désormais sont assurées grâce à la division croissante du travail ailleurs. On ne fait plus nos vêtements, on ne fait plus pousser les légumes, on ne va pas les ramasser, on ne va pas chercher l'eau. L'eau arrive toute seule dans notre foyer, le four s'allume, on appuie sur un bouton. Tout ça, ce sont des machines qui sont construites dans des usines faites de métal, qui fonctionnent à l'énergie et qui arrivent jusqu'à chez nous. Nous en profitons au quotidien. Donc oui, tout ça libère beaucoup de temps pour les femmes, mais ce qui libère le plus de temps pour les femmes, c'est indéniablement le progrès médical, qui est une externalité positive du progrès technologique cumulatif. Ce progrès médical qui, bien avant la pilule, l'avortement, etc., permet aux femmes de faire moins d'enfants grâce à la réduction de la mortalité infantile. La mortalité infantile qui, pour moi, est un facteur cardinal de cette évolution, qu'on ne mentionne pas assez souvent et on a tort. C'est quelque chose de fondamental entre la révolution néolithique et le 19e siècle, la fin du 19e siècle. L'humanité a vécu sous ce qu'on appelle le régime démographique traditionnel, où il y avait beaucoup de naissances, mais aussi beaucoup de morts, essentiellement parmi les enfants. Un enfant sur 2 n'arrivait pas à l'âge adulte. Donc, c'était le verrou, c'est comme ça que je l'appelle dans le livre, le verrou qui empêchait
aux femmes de réduire la natalité de façon trop substantielle. Collectivement, elles étaient obligées de faire beaucoup d'enfants. Parce qu'une société doit se renouveler, et même parce que chaque couple, chaque famille doit pouvoir subsister, ne serait-ce que dans les vieux jours, dans un système où la retraite n'existe pas. Et pour ça, il faut produire non pas 2, non pas 3, on fait la multiplication si un sur 2 meurt, et ça c'est la statistique. Si on en fait moins de 6, 7, 8, l'avenir n'est pas assuré. Et ça, sur une vie, c'est énorme. Donc faire carrière, des études, etc., quand on fait 8 enfants, sans sécurité sociale, sans crèche, sans école, c'est pas évident. Alors, quand on lit votre livre, on se dit, au début en tout cas, on se dit c'est formidable parce qu'il y a le progrès, on a une femme émancipée, un féminisme militant qui est la conséquence de cette émancipation, comme vous le dites. Et puis, on peut se dire que les choses vont aller encore en s'améliorant. Et au contraire, vous dites que nous sommes à la fin d'une période et que nous allons affronter des moments extrêmement difficiles à cause du changement climatique et de la fin de ce que vous appelez le système thermo-industriel, et que dans ces conditions-là, les conditions matérielles étant appelées à changer rapidement et de façon extrêmement négative, la condition des femmes va à nouveau se trouver bouleversée et sans doute négativement. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Oui, c'est une question de logique. Si on admet que la structure matérielle, l'infrastructure matérielle et technologique de nos sociétés est importante, est une condition de possibilité en fait de l'existence égalitaire, relativement égalitaire entre les hommes et les femmes, si on admet cette importance, il est logique de s'interroger sur l'état de cette infrastructure. Est-ce qu'elle est solide ou pas? Si cette infrastructure est solide et promise un bel avenir, je dirais qu'effectivement, il ne nous reste plus qu'à combler les dernières lacunes dans les dernières inégalités existantes, traquer les imperfections, je ne sais pas, de langage ou de respect dans tel ou tel domaine. Parce que l'essentiel des droits sont acquis. Du point de vue légal, les femmes ne sont pas à plaindre. Du point de vue réel, il y a des problèmes, mais du point de vue légal, ça va plutôt bien par rapport au passé surtout. Mais ça, c'est si on admet que le monde matériel est promis à une course paisible. Alors, le livre est un peu né d'une inquiétude par rapport effectivement au devenir de ces éléments matériels qui nous assurent le confort auquel nous sommes extrêmement habitués. C'est aussi un livre qui essaye de mettre nos contemporains, enfin surtout les mouvements progressistes, les mouvements féministes, face un peu à leur incohérence, probablement, ou leur insouciance. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui sont intéressées par les droits des femmes, qui se disent féministes, souvent, ce sont aussi des gens qui sont écologistes. Ils sont préoccupés par l'état du monde, ils sont préoccupés par la crise climatique, par le changement climatique, etc. Alors, ils sont préoccupés par les deux, mais ils ne font pas le lien entre les deux. Même les écoféministes, ils essaient de lier ça dans le mot, dans le nom, mais de fait, c'est un lien qui, moi, me paraît complètement... Enfin, en tout cas, il est très différent de ce que j'essaie de montrer dans mon livre. C'est un lien, la femme a été opprimée comme la nature, donc elles ont partie liée, elles sont ensemble, elles sont toutes les deux victimes, donc quelque chose de ce type. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que si ce système matériel se transforme, oui, ça va avoir des conséquences particulières pour les femmes. Comme pour les effets de la révolution industrielle, je l'ai dit, ça a eu des conséquences pour tout le monde, mais des conséquences très spéciales pour les femmes. Eh bien, ça sera un peu un miroir, la même chose, si nos conditions matérielles soit se dégradent, se fragilisent, soit carrément s'effondrent, dans certaines hypothèses. Ça aura des conséquences pour tous, mais pour les femmes tout particulièrement. Alors, est-ce que nos conditions vont changer? C'est bien sûr une question qui est ouverte au débat. Il y a deux choses qui menacent cette infrastructure matérielle, la crise de ressources, avant tout. Dans un système fini, un monde en croissance infinie n'est pas possible.
Et de fait, les matières premières et surtout les ressources énergétiques sur lesquelles notre monde est bâti, sur lesquelles est bâtie cette civilisation thermo-industrielle, sont en train de passer le pic de production. Donc c'est quelque chose qui aura des conséquences très importantes. Et puis la déstabilisation du système lui-même par ce même système, ce même progrès technologique et économique qui a assuré ces conditions d'existence matérielle. Donc c'est un peu une dialectique. On essaie parfois de me dire oui, votre livre fait l'apologie du capitalisme et du capitalisme industriel qui a rendu tout le monde heureux, surtout les femmes. En fait, c'est les deux à la fois. Il apporte énormément de progrès dans ce domaine par le biais des éléments matériels que j'essaie de décrire, mais ce sont les mêmes forces qui risquent de conduire à une espèce de contradiction qui peut entraîner une dégradation. Quelle sera cette dégradation? On peut en débattre. Quel sera son degré? Est-ce que ça sera une petite dégradation, une grosse dégradation, un effondrement brutal? Il est bien sûr de notre intérêt pour qu'elle soit contenue, maîtrisée et la moins brutale possible. Mais effectivement, il y a un consensus qui commence à se dessiner aujourd'hui pour dire qu'une certaine dégradation est assez inévitable. Donc si on part de cette hypothèse, qu'est-ce qui va arriver aux femmes? Eh bien, ce que j'essaie de montrer, c'est que si on se dirige vers un monde qui sera moins prospère, un monde qui sera moins stable aussi, parce qu'un monde moins prospère avec moins de ressources, c'est un monde où les conflits augmentent, les conflits pour les ressources à l'intérieur des sociétés et entre les sociétés. Donc un monde plus violent, un monde où la force physique va recouvrer de l'importance, parce que l'énergie sera moins abondante, donc toute cette force prodigieuse que nous avons à notre disposition sera moins là pour nous. Un monde avec plus d'importance de force physique, un monde moins prospère, un monde plus violent, un monde où le quota alimentaire par tête risque de se réduire, donc on sera un petit peu moins bien nourri, où notre immunité va se réduire, où l'accès à la santé ne sera peut-être pas aussi facile qu'aujourd'hui si ces transformations fragilisent les États. Donc toutes ces transformations, auxquelles j'ajoute aussi une crise spécifiquement médicale qui m'intéresse beaucoup pour des raisons personnelles, qui est la crise de l'antibiorésistance, qui fait que nous allons arriver dans un monde plus soumis aux maladies infectieuses, plus exposé à ces maladies, avec une immunité probablement abaissée, sans disposer des médicaments miracles qui nous ont protégés de ces maladies tout au long du XXe siècle, et qui d'ailleurs sont le facteur qui a déterminé la dernière décrue du taux de mortalité infantile. C'est grâce aux antibiotiques que les enfants qui naissent sont des enfants qui vivent tous, à de rares exceptions près. Sans antibiotiques, c'est tout de suite beaucoup moins évident. Donc l'ensemble de ces questions, l'ensemble de ces transformations négatives possibles, à des degrés divers, fait que probablement une certaine dose de division sexuelle du travail, qui a grandement disparu ou qui a grandement diminué dans nos sociétés contemporaines, risque de refaire surface dans ce monde de demain qui sera plus chaotique, plus violent, plus physique certainement que le monde d'aujourd'hui. Et si la division sexuelle du travail refait surface, eh bien là, il y a tout le cortège des conséquences qui renvoient à des périodes antérieures et qu'on a, à ma foi, beaucoup oubliées. Alors, face à cela, il y a deux sortes de réponses dans votre livre. Il y a une réponse politique globale que vous ne développez pas beaucoup, mais qui est très nettement affirmée. Vous dites, c'est pas le néolibéralisme qui nous sortira d'affaires, il faut l'État, il faut la protection sociale et il faut de la protection économique. Voilà, je le dis très brièvement. Oui, c'est une... oui. Et alors le deuxième point, c'est que du point de vue de la condition des femmes, vous dites que les femmes doivent se mobiliser autrement que dans un féminisme de revendication et pratiquer un féminisme du faire, c'est-à-dire prendre effectivement toutes les responsabilités possibles au plus haut niveau et dans les domaines qui sont tout à fait cruciaux, notamment tout ce qui concerne tous les métiers d'ingénieur, etc., afin justement d'anticiper les catastrophes et d'essayer de parer aux catastrophes qui sont en cours. Oui, alors juste pour dire un mot très rapide sur le côté politique, collectif, qui dépasse les femmes d'ailleurs, effectivement, quelles sont, je pose la question d'une manière peut-être un peu ironique ou je ne sais pas, facétieuse, quelles devraient être les options des vraies féministes?
dans ma représentation. Quelles sont les options politiques auxquelles elle devrait adhérer? Et la réponse que je donne, elle est relative à ce que je pense de l'avenir, à ce qui me semble le plus probable étant donné les différentes projections qui sont faites aujourd'hui. C'est qu'un monde où l'énergie va devenir moins abondante et les échanges internationaux par conséquent vont avoir tendance à décroître, les échanges de flux physiques, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'échanges intellectuels ou de liens, etc. Mais cette circulation forcenée d'objets à travers le globe, elle risque de prendre un coup avec les transformations qui nous attendent, avec la crise de ressources et notamment la raréfaction de l'énergie. Donc si vous avez un monde où ces échanges deviennent plus complexes, dans ce cas-là, la survie des économies, la survie des pays, elle ne se mesure plus à l'aune de leur intégration dans un système économique mondial où tout est interconnecté du point de vue physique. Elle se mesure plutôt à l'aune de leur capacité à être autosuffisants, à assurer un grand nombre de productions essentielles, vitales, médicales, énergétiques, de transport, etc., sur leur propre territoire ou pas trop loin, disons, d'organiser un écosystème qui soit viable. Donc effectivement, je ne vois pas de meilleur échelon pour organiser ce genre de fonctionnement local que la nation. Donc d'où ma référence à l'importance du souverainisme, etc. Voilà, donc c'est vraiment la prospective de ce qui me semble probable demain qui me pousse à considérer que ce serait une bonne idée de s'assurer une certaine autonomie. Et je pense que les pays qui sauront le faire seront gagnants demain dans cette course aux ressources qui va probablement les opposer et ça fera une grande différence pour leurs habitants. Alors après, la question du bon féminisme, entre guillemets, selon ce que j'en pense dans cette situation, oui, c'est la dernière question du livre. C'est-à-dire si on admet, comme je le fais, que les éléments matériels ont été très importants dans l'émancipation, si on se dit que la dégradation de notre monde, de notre confort matériel, va avoir des répercussions négatives pour l'avenir des femmes, la question qui se pose naturellement, c'est qu'est-ce qu'en pensent les féministes? Est-ce qu'elles y pensent? Est-ce qu'elles réfléchissent à cette question? Est-ce qu'elles se préparent à ça? Et de fait, je trouve que non, qu'il n'y a pas du tout de réflexion sur ces questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne lit pas le féminisme et les crises qui viennent. On parle de l'un, on parle de l'autre, souvent les mêmes personnes, mais sans faire le lien. C'est-à-dire que les femmes, dans ce monde en déplétion, elles vont probablement s'en sortir aussi bien qu'aujourd'hui. La question n'est pas posée, c'est une espèce d'impensé. Et je pense que c'est un impensé parce qu'on a oublié complètement tout ce qu'on doit aux éléments matériels. Mais voilà. Oui, à mon avis, le féminisme contemporain dominant se concentre, vous l'avez dit, sur la revendication. Je dis même doléance parfois, parce que quand ça va très loin. Il est centré sur le présent. Et c'est normal, on est toujours avant tout centré sur le présent. Elle résonne à l'intérieur du monde qui est le leur, qui est le nôtre. Ce monde prospère, ce monde stable, prospère toute proportion gardée, parce qu'il y a de la pauvreté, des problèmes, mais c'est vrai que par rapport aux périodes industrielles, nous sommes tous immensément riches, si on nous compare à un paysan du Moyen-Âge. Donc elle se concentre sur les problèmes du présent, avec l'idée qu'il faut revendiquer de nouveaux droits, et exiger à ce que les droits déjà acquis soient pleinement respectés, qui est une bonne idée. Mais elles ne font pas vraiment de prospective sur ce qui adviendra à ces droits demain. Et à mon sens, une grande partie des droits dans lesquels elles voient l'alpha et l'oméga de leur action, en cas de transformation matérielle importante, risque de devenir un son vide, risque de devenir formel. C'est encore une fois cette idée de l'infrastructure qui ne détermine pas la superstructure, mais limite les possibilités. Je prends toujours le même exemple parce que c'est le plus simple et le plus parlant, l'exemple de la contraception de la pilule. La contraception est un droit qui a été revendiqué par les femmes, elles l'ont obtenu et elles essayent de le sauvegarder. Elles protestent quand il est remis en question, etc. Elles essayent de l'élargir, etc. La contraception est un droit, c'est très bien. Mais imaginez dans un monde en crise, un monde en déplétion matérielle, vous venez le matin à la pharmacie, vous voulez acheter votre pilule, parce que vous avez le droit de l'acheter, parce que vous avez le droit à la contraception, c'est inscrit dans les lois. Mais il n'y a pas de pilule, parce qu'elle n'est plus produite, parce que l'usine ne marche pas, parce qu'il n'y a plus assez de gaz, ou il n'y a pas assez de pétrole, ou bien l'usine chinoise qui l'a produit, parce qu'en général ce n'est pas produit en France, eh bien elle a décidé de garder la production chez elle. Ou bien l'énergie est devenue trop chère et la pilule n'est pas arrivée jusqu'à nous. Donc on a le droit
mais on n'a pas le produit. Donc le droit subsiste, mais il devient un son vide. Donc c'est pour ça qu'il me semble qu'il est imprudent de tout miser uniquement sur les droits, uniquement sur les représentations, sur le symbolique, que le féminisme devrait avant tout, peut-être, aussi, mais peut-être même avant tout, consister à agir, effectivement, et à agir sur le monde matériel. Donc, pour moi personnellement, une femme qui travaille dans la pharmacologie sur l'élaboration de nouveaux antibiotiques, notamment qui visent les maladies infantiles, est féministe. Peut-être plus féministe que certaines personnes qui revendiquent des droits ou du présent. Parce que c'est quelque chose qui permettra à ses filles et aux filles de ses filles, demain, de ne pas avoir à faire 5 ou 6 enfants. Elles pourront continuer peut-être à en faire 2 ou 3 si elles le souhaitent, etc. etc. Hein, donc ça peut se décliner dans les métiers de l'ingénieur, de l'équipement de ce nouveau monde en transition, de recherche de nouvelles sources d'énergie qui vont permettre de faire fonctionner les machines d'une manière quand même efficace, de façon à nous permettre de bénéficier de ces esclaves énergétiques qui nous assurent le confort matériel auquel on est habitué, etc. etc. Et oui, donc il me semble très important que les femmes agissent dans ces domaines, et il me semble que c'est ce qui, avant toute chose, leur donnerait le droit de se dire qu'elles font réellement quelque chose, non seulement pour elles, mais aussi pour les générations des femmes suivantes, en préservant ces conditions de possibilité de l'émancipation. Parce que si on enlève cette base matérielle, voilà, tout s'effondre comme un château de cartes. On aura beau réclamer ou dire j'ai le droit d'eux, mais ça ne suffira pas. Le matériel est indispensable. Il n'est peut-être pas suffisant, mais il est nécessaire. En vous écoutant, je pensais aux États post-soviétiques, puisque ces États ont connu un effondrement d'un certain type de système, et avec les phénomènes que vous décrivez, c'est-à-dire l'impossibilité de se procurer des médicaments, tout simplement parce que les chaînes d'approvisionnement étaient interrompues ou avaient disparu, la difficulté même de se nourrir normalement, et avec une dégradation considérable de la condition des hommes, mais aussi des femmes, dans ces circonstances. Donc nous avons déjà, dans la grande Europe, nous avons déjà connu un certain type d'effondrement qui a été un effondrement général, aussi bien des conditions de production, du système politique et des valeurs d'une société que vous avez connue, et avec des conséquences immédiates pour notamment la condition féminine, mais les hommes aussi ont terriblement souffert de cet effondrement, psychiquement comme matériellement. Oui, absolument, vous avez raison. Je pense que ça fait partie des éléments qui m'ont rendu sensible à cette question de l'effondrement. De l'effondrement qui, d'ailleurs, que je ne définis pas du tout dans mon livre forcément comme une catastrophe naturelle avec tout qui s'effondre, physiquement parlant. Un effondrement au sens d'une dégradation brutale des conditions de vie, notamment du quota alimentaire par tête, du produit industriel par tête. On produit moins, tant de la nourriture que des objets manufacturés, et donc on a moins à manger, et puis on a moins pour se chauffer, se vêtir, etc. Des choses basiques de subsistance pour les gens. Absolument, j'ai grandi en Union soviétique, j'ai vu cette dégradation du monde matériel, d'abord lente, puis ensuite extrêmement rapide. Et c'est vrai que ça rend très attentif à cette possibilité, qui paraît fantastique dans des sociétés qui sont stables depuis longtemps, mais qui est très réelle dans certaines circonstances. Après, ce qui s'est passé en Union soviétique, et notamment dans les républiques en Asie centrale, il y a des choses, oui, je prends un petit peu appui là-dessus. Ça me semble être des exemples imparfaits, mais un petit peu des prémices, des pistes, des indices de ce qui peut arriver quand le monde matériel se dégrade ou s'effondre. Parce que l'effondrement n'a pas non plus été total. On n'a pas d'exemple à l'échelle historique d'un effondrement vraiment important, généralisé des sociétés industrielles. Ce sont des pays où certains pans se sont effondrés ou dégradés, mais d'autres sont restés fonctionnels. Notamment, ils n'ont jamais été privés des flux d'énergie, parce que l'énergie est produite un peu localement. Ça dépend où ? Oui, c'est vrai. Douchambé, 2008-2007,
2007, tout un hiver sans électricité. C'est vrai, mais disons que moins 20 dehors. Justement, c'était... alors qu'il y avait un système hydroélectrique qui était très très développé, qui ne fonctionnait plus, ou puis on vendait beaucoup d'électricité à l'étranger aussi, mais il y a eu... Non, mais il y a eu, bien sûr, et puis une désindustrialisation très importante, c'est vrai, c'est évident. Cependant, c'est quand même, comment dire, ça reste quand même plus localisé et plus, par exemple, la crise dont vous parlez, bon, elle a eu lieu, après il y a eu une petite amélioration, ça fonctionne quand même plus ou moins. Il y a quand même de l'électricité aujourd'hui à Dushanbe, c'est revenu, bon an, mal an, etc. Mais disons que vous avez raison, ça donne une idée. Ça donne une idée de ce qui se passe. Et là où vous avez totalement raison, c'est que même si il ne s'est pas écoulé tant d'années que ça, il y a eu très rapidement une dégradation de la condition des femmes dans ces pays, qui était aussi favorisée par la force de la religion, dans ces pays qui étaient particulièrement vivaces, je pense, par rapport à certaines autres régions de l'Union soviétique, et où les traditions religieuses sont revenues assez rapidement. Elles ont pris beaucoup d'ascendant. Donc oui, tout à fait. Après, il me semble qu'en cas de dégradation des conditions matérielles, les effets sur les relations sociales et sur la structure des sociétés, notamment l'inégalité entre les hommes et les femmes, vont avoir lieu indubitablement, mais avec un décalage. Donc pour bien sentir ces effets, il faut, je pense, laisser passer au moins une génération dans des conditions dégradées de façon durable. Parce que si ça bouge, voilà, il y a toujours l'espoir du retour, on fait perdurer l'idéal, etc. Mais quand les conditions se dégradent de façon stable et durable, oui, au bout d'un certain temps, les populations s'adaptent. Donc voilà, il y a la rémanence des habitudes ou des idéologies du passé, mais ensuite, on passe à autre chose. Très bien, je vous remercie beaucoup. On va se tourner vers... quelques amis qui sont là, s'ils veulent poser une ou deux questions avant que nous terminions cet entretien. Rapidement, du coup, c'est le point. Avant le changement climatique, effectivement, est probablement ce qui risque de coûter le plus aux femmes, au moins à l'émancipation. Est-ce que le retour d'une forme d'arriérisme politique, une forme de réaction, n'est pas à craindre? Je pense par exemple justement, vous l'avez dit, ça a commencé par l'Occident, parce que l'industrialisation est venue par l'Occident, mais on pense à certaines sociétés qui, bien qu'elles se soient occidentalisées industriellement parlant, pour pays par exemple, pensez aux pays du Golfe, qui ont profité, il y a eu un boom économique, elles ont profité des effets du pétrole et au moins des énergies fossiles. Est-ce qu'on ne peut pas penser justement que par contre, leur idéologie peut avoir un impact sur l'émancipation des femmes, alors en Occident, mais à travers le monde globalement? Oui, les idéologies, bien sûr, ont un impact sur l'émancipation des femmes. Je l'ai dit au début, c'est multifactoriel toujours. Je pense que le matériel est très important, mais ça n'annule pas du tout les autres facteurs qui entrent soit en synergie, soit au contraire en contradiction. Donc, j'avais évoqué la situation de l'Occident qui avait été placée dans une sorte de situation parfaite. Parce qu'il y a eu à la fois la révolution industrielle qui a démarré à plein dans ces régions et qui était endogène, née ici, et donc qui s'est développée vraiment de façon logique jusqu'à son terme. Il y a eu l'affaiblissement de la religion, concomitant, et puis des structures familiales plutôt favorables à l'égalité entre les hommes et les femmes, et on peut certainement trouver d'autres facteurs. Moi j'énumère ces trois parce qu'ils me semblent vraiment très importants, mais probablement il y en a d'autres. Et puis à côté de ça, quand vous regardez le monde, vous voyez une multiplicité de situations dans lesquelles il y a certains facteurs qui poussent dans un sens et puis d'autres facteurs parfois poussent dans un autre, et puis selon des moments d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que partout dans le monde où vous avez eu des processus d'industrialisation, y compris dans des pays de religion musulmane, y compris dans des pays avec la structure familiale communautaire très oppressive pour les femmes, eh bien ça s'est traduit par une certaine amélioration du statut des femmes. Le problème de l'amélioration du statut des femmes, on le voit très bien sur l'exemple de l'Occident lui-même, c'est qu'elle est décalée dans le temps. Ce n'est pas immédiat. En fait, aucun processus social n'est immédiat. Ce n'est pas parce que voilà, les choses s'améliorent et puis peu à peu ça infuse. C'est très rapide du point de vue historique. Très rapide, si on peut dire fulgurant du point de vue historique.
Parce qu'en 150 ans, tout s'est transformé pour les femmes. Alors qu'avant, on a des dizaines de milliers d'années d'une espèce d'inégalité persistante. Néanmoins, à l'échelle d'une vie, c'est très long. Donc effectivement, quand vous regardez des pays comme les pays du Golfe, leur enrichissement, leur industrialisation, leur confort matériel n'est pas très ancien. Donc voilà, il y a aussi le temps de l'infusion, le temps de la diffusion de ces effets. De fait, il y a énormément de choses qui bougent pour les femmes dans ces pays. Quand on regarde ce que racontent les gens qui les décrivent. Donc ça, c'est la première chose. Il y a un effet. Même en Inde, quand vous regardez l'Inde, l'industrialisation en Inde, amélioration du statut des femmes. Ça reste très sous-optimal, on va dire. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 100 ans, la situation des femmes en Inde aujourd'hui. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, en face, vous avez des vents contraires. Donc vous avez parfois des vagues religieuses qui remettent complètement en question des améliorations temporaires qui sont apportées par l'amélioration des conditions matérielles. Un cas intéressant, c'est la Turquie, par exemple, où il y a eu, avec le kémalisme et le mouvement d'industrialisation très fort, il y a eu une amélioration très spectaculaire du statut des femmes. Elles ont eu le droit de vote avant beaucoup d'Européennes, d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a eu une espèce de retour de balancier. Parce que dans ces régions, c'est vrai que la religion n'a pas suivi le même déclin lent et progressif et qui semble, en tout cas qui semblait irréversible, qu'a subi le christianisme en Occident. Ça va peut-être changer à l'avenir. Parce qu'une dégradation des conditions matérielles risque de remélanger les cartes. À mon avis, à mon humble avis, une société dans laquelle les enfants se remettent à mourir, c'est une société dans laquelle la religion reprend de la place. Et peu importe quelle est la religion. Culturellement parlant, c'est différentes religions qui peuvent être fortes. Donc voilà, donc oui, je pense que les idéologies peuvent avoir un effet, y compris à l'étranger, avec des diffusions d'immigration, des diffusions... C'est tout à fait possible que ça produise des effets sociaux, y compris sur le statut des femmes. Mais, disons que ces transformations, à mon avis, n'ont pas la même force adamantine qu'ont les problèmes matériels. Les problèmes matériels, c'est la roche en dessous. C'est comme le basalte. Voilà, à un moment donné, on bute et puis c'est pas possible. C'est le relief. Et par-dessus ce relief, vous avez tout le reste. Vous avez l'humus, la biosphère, etc. Et là, beaucoup de choses sont possibles, des bêtes féroces et d'autres moins féroces. Mais là, le combat est possible, le combat d'idées, la confrontation, etc. Voilà. Mais si on enlève le basalte, non, il n'y a plus rien. Voilà, donc c'est oui et non. Oui, je voulais un exemple un peu différent. La révolution islamique en Iran, il n'a pas du tout empêché, me semble-t-il, le niveau éducatif des femmes, même si elle a un statut moins égalitaire. On voit que, pour être allé en Iran, il y a beaucoup de femmes qui travaillent, simplement elles ont un vêtement religieux, il y a beaucoup de femmes qui travaillent également. Il n'y a pas eu le même... Parce que je pense qu'il y a un sous-bassin culturel qui n'est pas tout à fait le même que dans d'autres pays musulmans. Même dans les pays musulmans, il y a des différentes strates culturelles liées à l'histoire. L'histoire de l'Iran, un exemple d'une autre impact. Oui, bien sûr. Après, il faut entrer dans des considérations fines pour chaque situation, pour chaque pays, quels sont tous les facteurs qui sont en jeu. Mais en Iran, oui, il n'y a pas eu de remise des femmes au foyer. Mais c'est vrai que les femmes en Iran ne jouissent pas non plus du même degré d'autonomie que les femmes en Occident. Il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent à elles dans l'espace public, etc., qui n'est pas le cas en Occident, dans nos pays. Mais oui, vous avez raison, pour les études, pour le travail, ce sont des femmes actives. D'ailleurs, je mentionne dans mon livre un fait amusant, c'est qu'elles sont même bien plus nombreuses que les Européennes, par exemple, à faire des études scientifiques. Et puis aussi, c'est ce que remettait en évalué Emmanuel dans le rendez-vous de civilisation, c'est l'Iran, le niveau démographique est également très faible, quasiment occidental, à l'occidental. La démographie iranienne, et dans beaucoup de pays arabo-musulmans, la démographie est devenue de type occidental, et parfois elle remonte. Dans certains autres pays, elle remonte. Mais je sais qu'en Iran, elle est de type occidental comme chez nous. Oui, tout à fait. Malgré tout ce qu'on entend sur ce pays. Oui, tout à fait, mais c'est parce que la religion non plus n'est pas un facteur unidimensionnel. Il joue souvent, mais il ne joue pas toujours, ou pas pour tout.
Après, je pense que la religion en Iran joue quand même un rôle dans le statut des femmes. Je pense qu'on peut dire ça. Peut-être pas dans leur accès aux études, mais dans d'autres sphères de leur expression. On peut tomber d'accord là-dessus, à mon avis. Je posais une question, plutôt quelques remarques. En fait, déjà, merci d'être venu, puis merci pour ce livre, pour cette thèse. Je vous ai beaucoup écouté, notamment Tintarouche et Marianne et d'autres, Figaro évidemment. Donc j'ai pu pas mal m'imprégner. Je ne l'ai pas lu malheureusement, hein. Je la sollicite, mais en tout cas, je vous ai beaucoup écouté. Et là, on parle un peu de religion, et c'est vrai que je trouve, c'est très personnel, peut-être que je me trompe, qu'il y a peut-être une sous-estimation du fait religieux dans l'émancipation des femmes. Dans la mesure où c'est venu assez tard dans la conversation quand même. Moi je suis assez d'accord, je trouve ça assez séduisant, votre thèse sur effectivement la technique, etc. Mais bon, pour avoir étudié un peu, je travaille sur le Moyen-Âge, je fais de l'histoire, et on se rend compte qu'en fait, quand j'ai fait un peu d'histoire du genre, ou même autre, que c'est pas simplement la religion chrétienne, mais musulmane, puis même là chez l'Église byzantine, on se rend compte qu'en fait, c'est pas simplement il y a une vraie infériorisation de la femme et de la place de la femme, mais qui est très brutale. Hein. On a le Christ, on a le Seigneur, on a l'homme, et la femme est soumise à l'homme qui lui-même est soumis à Dieu, donc on a une double soumission, et même si on lit la Genèse, la Bible, ça applique certainement pour le Coran aussi, Dieu connaît moins, il faut le dire, mais je crois quand même que la mort de Dieu, on pourrait l'appeler comme ça en termes un peu nietzschéens, joue un rôle qui est quand même très très important dans l'émancipation des femmes, et c'est vrai que c'est concomitant avec l'industrialisation, parce que ça se situe à peu près dans la seconde partie du 19e siècle, et peut-être une seconde remarque, là je suis très tatillon aussi, j'aime pas le terme de révolution industrielle, parce que ça me fait tiquer toujours un petit peu, parce que c'est pas une révolution en tant que telle, c'est un processus long. C'est une invention historiographique d'Engels, de Dessay, qui faisait le comparatif entre la Révolution française politique et la Révolution industrielle technique britannique, mais il n'y a pas de rupture nette de l'ordre établi. Enfin, je suis tatillon. Oui, on peut appeler ça... On peut appeler ça une poêle à frire. Industrialisation. Pourvu qu'on ne le mette pas sur des plaques à chauffer. Oui, je n'ai aucun attachement spécial. D'ailleurs, je parle souvent d'anthropocène, tout simplement, pour plus caractériser une époque où nos conditions d'interaction avec le milieu ont grandement changé à cause du recours massif à l'énergie. Pour ce qui est de votre remarque sur la religion, je suis totalement d'accord avec vous, à la seule nuance près que, à mon avis, c'est complètement lié. En fait, il y a la même chose chez Simone de Beauvoir. Vous connaissez Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, dont je parle beaucoup dans le livre aussi, dont on retient généralement uniquement la célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient », qui est une phrase très frappante, il est vrai, et qui ouvre le deuxième tome du Deuxième sexe. Et en fait, les gens ne lisent peut-être pas souvent Simone de Beauvoir, ils retiennent beaucoup cette phrase, parce qu'effectivement, le deuxième tome parle de la manière dont différentes sociétés inculquent aux hommes et aux femmes les normes de comportement qui sont propres à chacun des deux sexes, les rôles sociaux des hommes et des femmes. Et en l'occurrence, elle parle de son époque, de ce que ça signifiait d'être une femme à son époque. Mais avant ça, il y a le premier tome dans lequel elle revient au contraire sur l'histoire de l'humanité et l'histoire du statut de la femme, et dans lequel elle dit un peu la même chose que moi, sauf que bon, elle ne le développe pas du tout du point de vue des exemples concrets on pourrait dire que, du point de vue un peu plus philosophique et plus abstrait, ce qu'elle dit, c'est exactement la même chose que ce que vous venez de dire sur l'Église. Elle dit que l'homme et la femme, dans des conditions primitives, étaient soumis au milieu. Mais la femme était soumise aussi à l'homme. Donc il y avait le milieu, l'homme était soumis au milieu et la femme était soumise à l'homme. C'est exactement la même chose. Et la religion, c'est ce qui est venu avec la complexification des sociétés humaines, et notamment à partir du néolithique et plus tard, donner forme en fait à la justification du nécessaire. L'être humain, il vivait avec ça. Il fait face à un milieu hostile, il est obligé de s'organiser d'une certaine façon, une façon sous-optimale, une façon violente, une façon pas très agréable, une façon difficile.
est particulièrement difficile pour la femme, pour la raison de cette dissymétrie entre les sexes dans le processus de reproduction. Donc oui, la femme, dit Simone de Beauvoir, est plus étroitement asservie à l'espèce, parce que c'est elle qui assure la reproduction de l'espèce. Donc dans son processus de libération, l'industrialisation, l'anthropocène ont permis à l'humanité dans son ensemble de s'émanciper de la nature, de ce milieu hostile qui les opprime, mais il a permis aussi à la femme de s'émanciper de l'homme qui l'opprimait par la même occasion. Donc en fait, c'est vraiment, c'est comme une projection en fait. Ouais, je comprends. Donc, la religion, c'est une explication donnée à l'état des choses. C'est comme ça, et bien, on va dire que c'est bien comme ça. Parce que si on ne dit pas que c'est bien, on va souffrir. Si on se dit que c'est mal, vous imaginez vivre tout le temps et trouver que c'est pas bien, c'est insupportable. Il vaut mieux dire que c'est nécessaire, que d'ailleurs c'est écrit, et si on fait comme ça, on fait le bien. Et ça rend la vie plus supportable. Donc il ne faut pas se moquer de nos ancêtres. Je pense que nous, placés dans les mêmes conditions, on aurait des justifications similaires. Moi, je comprends ce qu'on a. Oui, à propos, justement, que vous parlez de Marx, il est présumé avoir dit que la femme, c'était la prolétaire du prolétaire. Oui, aussi, exactement. Bah, c'est un peu la même idée. C'est un petit peu la même idée. À milieu social donné, parce qu'après, il y a l'intersectionnalité des oppressions. Entre une femme bourgeoise et un homme prolétaire, le rapport n'est pas très clair. Parce que, mais à milieu social donné, oui, les femmes étaient, dans toutes les sociétés, les prolétaires des hommes. Eh bien, on va terminer sur cette formule en vous remerciant beaucoup d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci encore. Merci.